je pourrais trouver peut-être une petite étincelle en moi qui fasse que j'arriverai là où je voulais aller. Moi, je me reconnais beaucoup dans tes propos. On va peut-être recommencer cette question parce que ça partait vraiment dans tous les sens. Il faut que je structure. Je souhaite vivre mes échecs comme n'importe quelle personne lambda. Ah merde, là on est en train d'enregistrer. Oui, mais c'est pas grave, c'est chouette. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai lancé comme ça. Bienvenue dans les entretiens, restez dans le flow. Le podcast du Nuit où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Paulette, merci d'avoir répondu présente à ma proposition de papotage pour rester dans le flow. Il ne s'agit donc pas d'une interview mais d'un entretien entre deux femmes qui ont un âge et un parcours différents et qui pourtant ont le même désir de communiquer aux autres, de témoigner du fait qu'un échec peut être dépassé et qu'on peut toujours rebondir. Paulette, je t'ai découverte via le groupe Facebook Les Podcasteuses, puis bien évidemment en écoutant ton podcast. Pigiste pour Lui Magazine à la fin de tes études de marketing pub en 2014, tu as rapidement pris en main les rubriques lifestyle, psycho, sexo en tant que chef de rubrique chez Cosmopolitan Magazine en 2015. Et 4 ans plus tard, tu as décidé d'utiliser ta voix en la donnant aux autres à travers ton podcast La Leçon. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais tout de suite te dire ce qui m'a plu chez toi. D'abord ton pseudo, Paulette, qui est le prénom de ma mère, et ton prénom, Pauline, qui est le prénom de ma grand-mère maternelle. Bon, ok, ce n'est pas vraiment ça, on s'en fiche. Ce qui m'a plu chez toi, c'est ton envie de parler d'un sujet dans lequel je me reconnais, sur lequel moi-même je me suis appuyée dans ma vie, et dont je pense que cela peut être bien à entendre pour les personnes survivantes d'inceste, surtout quand on sait que 68% d'anciennes victimes ont été dans l'impossibilité de se concentrer ou d'exercer une activité professionnelle. Le sujet de l'échec et du fait de le prendre en considération, qui, comme le dit le magazine Marie-Claire à propos de ton podcast, est une manière de déculpabiliser et surtout d'apprendre à rebondir après ou de contrecarrer les aléas de la vie. Cela me semble fondamental pour quiconque et encore plus pour les personnes comme moi. Alors avant que nous ne nous intéressions à ce sujet qui te tient particulièrement à cœur et que nous allons aborder aujourd'hui, peux-tu nous dire 2 mots sur ton parcours et ton désir actuel de réinventer ton taf, comme tu le dis ? Moi, j'ai jamais eu le rêve d'être journaliste parce que pour moi, c'était impossible. Tout le monde me disait autour de moi que c'est très bouché et qu'il fallait avoir des diplômes et un travail qui puisse ouvrir plein de possibilités. Donc évidemment, commercial, quand on vient d'une ville de province, c'est très souvent le cas. Je m'étais dit, bon, bah il y a du travail, je peux gagner de l'argent, je vais être commercial. Et j'avais réfléchi comme ça, ce qui est la pire façon de faire, vraiment pour réfléchir à ce qu'on va faire dans la vie et puis à ce qui va nous porter, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous épanouir, parce que maintenant nos carrières sont très très longues. Au départ, je savais pas du tout que je serais journaliste. J'ai fait, comme tu l'as dit, des études de marketing publicité, et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'adorais écrire. Et donc, je me suis dit que je pourrais être rédactrice, parce que dans ma tête, rédactrice, c'est moins bien que journaliste. Je n'avais absolument aucune idée du métier de journaliste, parce qu'évidemment, être rédactrice, moi par exemple, j'ai ma carte de presse, enfin, bref. J'ai commencé sur un site qui s'appelle Minute Buzz. À l'époque, on était 8, maintenant ils sont plus d'100, ça a bien évolué. Et puis après, j'ai fait un stage chez Cosmo. J'ai eu beaucoup de chance parce que 1 mois avant la fin de mon stage, paf, ça faisait 8 ans que personne n'était parti de la rédac. Il y a la rédactrice en chef qui part et il y a un poste qui se libère. Et donc du coup, je suis devenue rédactrice, journaliste chez Cosmo comme ça. En revanche, je pense que j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que je pouvais me positionner avec mon époque, dans quoi est-ce que je pouvais bien fitter, dans quel boulot est-ce qu'on allait aimer mon profil. J'ai essayé de réfléchir de façon marketing, puisque j'avais fait des études comme ça. Et je crois que du coup, il y a eu évidemment une grosse partie de chance, parce que la vie c'est ça. On va vers les endroits où ça s'ouvre. Disons que c'était une opportunité que tu as saisie. Une sorte d'opportunité, bien sûr, mais
D'autres ne l'auraient pas saisi. Il y a toujours une part d'inexplicable dans la vie et il y a ce moment, et bah, un mois avant que je termine mon stage, et bah, paf, la journée se part, ce n'est pas de mon fait. Il y a une part de magie un peu, il y a des choses comme ça qui se passent. Donc je suis très optimiste dans la vie. Tu appartiens aux personnes qui voient le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Ah oui, oui, là c'est une bouteille 2 litres d'Evian, ou une gourde, parce que le plastique c'est pas bien. Donc on va dire une grosse gourde qui est bien pleine. Finalement, qu'est-ce qui dans ce parcours t'a amené à commencer à interviewer les gens sur la thématique de l'échec? Parce que bien avant ton podcast, j'ai vu des articles où tu parles de cette thématique-là. Moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est d'avoir une maman qui m'a toujours dit que je pouvais tout faire parce qu'elle m'a beaucoup aimée et elle m'aime toujours beaucoup et tout cet amour-là s'est transcendé dans le fait que bah oui, bah je peux tout faire alors que c'est pas le cas évidemment, mais j'ai toujours cru que si je travaillais assez, je pourrais trouver peut-être une petite étincelle en moi qui fasse que j'arriverais là où je voulais aller. Je rêve de cartonner dans ce qui me passionne le plus et à chaque fois je me dis que j'ai pas le même talent que les gens que j'admire. Et puis j'entends mes potes à côté de moi qui me disent qu'ils adoraient faire plein de trucs mais qu'ils n'ont pas la même intelligence que les gens qui le font, qui n'ont pas les mêmes ressources financières, la même force, la même conviction, le même courage. Et ça m'a rendu dingue parce que mes potes sont géniaux et qu'ils ont tout ce qu'il faut en eux et qu'ils le savent juste pas. Et puis ça m'a rendu dingue aussi de lire toutes ces interviews des gens que j'admirais et de comparer leur parcours au mien et de me dire putain mais j'y arriverai jamais en fait, jamais aussi loin qu'eux. Et donc j'avais envie de créer ce podcast pour prouver que même ceux que j'admire, ceux qui me semblent avoir un parcours parfait, un parcours que je n'arriverai jamais à atteindre, jamais à avoir, avaient connu comme tout le monde des échecs et qu'au contraire, c'est grâce à tous ces petits moments clés où ils ont dû se remettre en question qu'ils sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui. Si je fais toujours mieux que bien, peut-être que j'arriverai à me faire aimer de mon père, et donc il fallait toujours, et c'était jamais assez parce que bon, j'avais un papa complexe qui vivait avec son époque, et dans son époque on faisait pas de compliments parce que son enfant pourrait avoir la grosse tête, donc j'ai vécu avec ça et j'ai grandi avec ça. Et donc je me suis toujours dit qu'il fallait que je déplace des montagnes pour qu'il soit fier de moi. Comment est-ce que j'y arrive? Punaise, je vois que les autres y arrivent vraiment mieux que moi. Et donc, d'une part, j'ai envie de me sentir bien aussi en me rendant compte que chacun son rythme et que aussi je démerde pas tout le temps parfaitement bien, quoi. C'est ça. Donc en fait, il y a quand même bien... aussi bien le regard soutenant l'étayage de la mère et en même temps finalement cet aspect plutôt négatif du père et pour autant tu t'appuies dessus qui est ton échec à toi sur lequel tu t'appuies ou peut-être une sorte de résilience aussi qui te fait dire il est comme ça ou il était comme ça, je le changerai pas, à moi de vivre en sachant qui je suis et ce dont je suis capable, sans attendre... Alors ça, c'est très bizarre, mais vraiment, j'avais un papa très compliqué, qui m'a déçue, malheureusement, plus de fois que je pourrais compter, du genre, j'arrive le 25 pour Noël, et en fait, j'arrive le 26. C'est celui qu'on voit dans les films, quoi. Ouais, vraiment. C'est un personnage de roman, et très très jeune, je me suis dit, ok, ton papa a des défauts qui sont impossibles à masquer, t'es obligé de les voir parce qu'ils sont trop gros dans la pièce pour les éviter. Donc juste accepte-les si tu veux l'aimer quand même parce que sinon ça va pas le faire et tu vas rentrer en conflit. Donc très très tôt, je ne connaissais pas le mot résilience, mais j'avais pigé que j'étais obligée d'accepter la vérité et de me dire ok bah il est comme ça et je vais l'aimer quand même, sinon pas le choix. Mais je pense effectivement que ce truc assez négatif, moi le mot revanche, c'est pas vengeance, hein, attention. Pas une vengeance sur ceux qui m'ont fait des choses dans la vie, mais une revanche. J'ai toujours eu cette bouffée de revanche et cette envie de vivre énorme qui fait que je me suis toujours appuyée sur, je sais pas, la petite Alice en CM2 qui m'avait pas accepté dans son groupe en me disant « Ok, je vais lui prouver que... » Donc ça m'a toujours poussé à me dépasser. Je prends appui là-dessus, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Moi, je me reconnais beaucoup dans tes propos. Hein.
La petite Alice, par exemple, dont tu parles, c'est ça, c'est le prénom que tu viens d'utiliser. Non, je serais devenue ma propre Alice d'une certaine manière. Quoi. Ça, c'est mieux. Je me serais appuyée sur elle pour me dépasser moi. Moi, je pense que la deuxième étape de mon travail sur moi-même, ça va être de faire les choses à 100% pour moi. C'est un truc sur lequel j'ai bien avancé, je crois, mais j'ai encore... le regard des autres importe encore pour moi. J'ai que 27 ans et je suis encore en construction. Je crois qu'on est en construction toute sa vie. Donc moi, je sais que j'ai encore un peu à travailler là-dessus. Mais la revanche sur la vie a toujours été un moteur. Et je pense que tous mes invités dans mon podcast ont pris une revanche sur leur vie aussi, si on y réfléchit, parce qu'ils sont... Tous ont réussi à transcender et ont des leçons de vie qui sont tellement belles, ils ont tiré des choses tellement belles de ces moments un peu down, voire carrément pourris qu'ils ont vécu. Et franchement, quand je les entends, je trouve que ça vaut presque le coup, parce que c'est vraiment beau ce qu'ils en ont tiré. Enfin, ça m'impressionne un peu à chaque fois, j'en ressors toujours avec une grosse bouffée d'énergie positive. Oui, c'est ça. C'est comment est-ce que quelque chose qui peut avoir été un choc ou enfin, c'est même sûr d'ailleurs, à chaque fois finalement, quand on écoute ton podcast, les personnes qui se confient, à chaque fois, il y a quand même des chocs. Ouais, la réalité très très violente. Voilà, ouais. Sur lesquels ils ont décidé de s'appuyer à un moment donné. Je pense qu'il y a un moment aussi où je suis en train de lire un bouquin, je suis obligée de le citer parce qu'il est extraordinaire. Charles Pépin, c'est un philosophe et professeur français qui écrit un livre mais incroyable qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Alors évidemment, je l'ai acheté parce que c'est à 100% ma thématique. Et lui dit un truc hyper intéressant sur l'échec. Il dit qu'on est obligé d'accepter la réalité vraie des choses. Là, on n'a juste plus le choix. Quand on est face à un échec, c'est la sorte de réalité qui tombe tout d'un coup de façon violente sur ses épaules. On peut être dans le déni un temps, mais quand on a raté, tout nous rappelle notre échec. Et c'est un vrai moment de vérité où on est obligé d'accepter une sorte de réalité et d'aller au-delà. Alors que si on n'avait pas eu ce moment clé, peut-être qu'on serait passé à côté de la réalité, peut-être qu'on aurait continué dans le déni, peut-être qu'on aurait fermé les yeux, qu'on aurait un peu dévié sa route, qu'on n'aurait pas fait ce travail nécessaire en soi pour avancer, quoi. Mais c'est vrai que quand tu utilises les termes comme déni, par exemple, ça c'est un des termes dans la vie de personnes qui ont vécu des traumatismes comme le mien, des traumatismes sexuels, soit dans la petite enfance, soit adulte. Ils protègent et en même temps, à un moment donné, si on veut pouvoir avancer, il faut pouvoir le dépasser, en sortir. Je me dis en plus, je pense que le déni c'est une phase un peu obligatoire, c'est un réflexe du corps humain. C'est de la protection. Comment? Ouais, je crois que c'est le corps et le cerveau qui essayent de se mettre d'accord sur un truc. Mais plus on se met dans cette enveloppe de déni et plus l'enveloppe devient épaisse au fil des années. Et je me dis que ça doit être très 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 compliqué, d'une violence inouïe, le moment où on arrive enfin à la déchirer, cette enveloppe. Le déni, ça semble confortable un temps parce que, encore une fois, c'est tellement violent qu'on essaie de se protéger. Mais plus on arrive à dépasser cette étape-là, et mieux c'est pour soi, pour son mental, pour celui des proches, etc. Après, on ne peut pas décider de ce que les proches veulent faire ou non. Ah non, ça c'est certain. On peut faire un travail sur soi et pour soi. C'est ça. Les autres, on ne pourra jamais. Ouais. C'est à eux de décider d'être acteurs de leur vie et d'apprendre à dépasser leurs propres échecs ou ce qu'ils estiment être des échecs et en dehors des échecs justement parfois le déni dans lequel ils sont. Et la seconde chose, en dehors de ce déni dans lequel parfois on est et dont on sort, cette façon dont on a trop facilement malheureusement pour les personnes victimes ou anciennes victimes, de rebasculer dans ce qu'on a subi
qui fait qu'un échec est quand même plus difficilement dépassable qu'une personne lambda, entre guillemets. Et je dis lambda et encore, finalement... Si, c'est le cas, parce que toi, t'as quand même une expérience un peu de vie extraordinaire. On s'en rend pas compte. Hein. Enfin, je veux dire, personnellement, je m'en suis jamais rendu compte jusqu'à ce que plus d'une, deux, trois personnes nous le rappellent. Enfin, sinon... Surtout si c'est depuis la petite enfance. Moi, j'imagine que tu t'es construit avec cette petite gangrène-là. Oui, mais je suis pas la seule. Ce que je trouve, moi, superbe, et le piège dans lequel j'ai jamais accepté de tomber, ou en tout cas, quand je suis tombée, j'ai cherché à le dépasser. Je souhaite vivre mes échecs comme n'importe quelle personne lambda. D'une part, parce que je ne sais pas, même en écoutant, par exemple, tes invités, qui vont raconter un échec, ok, mais en réalité, on ne sait pas toute leur vie, on ne sait pas quels sont les traumatismes qu'ils ont dû dépasser. Ça fait rêver quand on voit une photo dans Madame Figaro. Voilà, complètement, mais en fait, on est au courant de rien. Ouais. Donc du coup, moi, ce que j'aime, c'est me dire, je suis comme cette personne-là, et moi aussi, si j'ai un échec à surmonter, je vais pouvoir le surmonter exactement comme ces personnes qui se racontent au micro de Paulette. Tu te fais un beau cadeau, je pense, parce que tu te donnes assez confiance en toi pour te sentir capable d'affronter les choses. Mais c'est un travail. Ouais, c'est conscient. On s'oblige à le faire, puisque sinon, c'est tomber dans le piège de je suis victime ou j'ai été victime, donc je ne peux pas, donc j'y arriverai pas. C'est parce que c'est un réflexe sur le moment. Et puis, comme on dit, je me donne un coup de pied au cul, et hop, je monte une marche. Mais si je fais pas ça, très vite, je peux tomber dans la victimisation. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte à quel point c'est un effort conscient d'être bien dans sa tête, d'être bien dans ses baskets, d'être heureux dans la vie. Moi, je me sens heureuse et je me suis toujours sentie heureuse parce que je prends conscience de tous les moments où je me sens bien, je me sens heureuse dans ma tête et je me fais une petite notification en me disant bah là c'est chouette, tu passes un bon moment, t'es heureuse, tu te sens légère, c'est agréable et c'est un vrai effort conscient en fait de se rendre compte de ces moments-là pour puiser dedans, de prendre le temps de le faire. Quand on est mal quoi. Et punaise, c'est un travail d'aller bien. Moi je vais voir une psy alors que je me sens bien, mais j'en ressens le besoin pour continuer à travailler là-dessus, à garder les pieds sur terre. Je dis les pieds sur terre, pas que j'ai le boulard sinon, mais parfois on s'envole un peu dans ses idées. Juste garder les deux pieds bien ancrés, me sentir bien, c'est un travail, vraiment. Traumatisme ou pas, je trouve que ça a du bon de se dire et de se rappeler que quiconque vit des échecs et que quiconque peut essayer, si ce n'est arriver, à les dépasser. Oui, complètement. En s'appuyant dessus. Alors déjà, moi je suis presque vexée quand on me dit ta vie à l'heure actuelle elle a l'air super ou des choses comme ça parce que comme je te le disais, je fais un effort conscient pour me sentir bien dans ma tête, pour me sentir heureuse dans ma vie, pour aller vers les gens qui m'apportent du bien, aller vers les boulots qui me font me sentir créative, utile. C'est un vrai effort conscient et punaise c'est du travail. Et à la fois, absolument personne n'est parfait, personne n'a la vie parfaite. Et je crois que l'échec est l'une des choses les plus naturelles qui soient dans la vie. On donne la vie, on mange, on dort, mais on merde combien de fois dans sa vie, c'est normal, c'est bien normal. Et je pense que si on n'avait pas plein de moments durs et plein d'échecs, on serait jamais aussi heureux lors de nos moments de bonheur, parce qu'on n'arriverait pas à réaliser à quel point on a de la chance durant ces moments-là d'être bien entouré, d'être au bon endroit, etc. Et que la vie c'est une balance, et évidemment s'il y a que des moments positifs, on est là mais... et puis s'il y a que des moments négatifs, c'est qu'on n'arrive plus en soi à un moment donné à réussir à trouver comment allumer cette petite lumière en soi, quoi. Donc tu estimes que toi aussi tu as dû dépasser un échec
Bah pour le coup, j'ai eu des événements pas très positifs, enfin pas que du positif dans ma vie, qui m'ont appris à grandir vite sur certaines choses, et puis une maman qui a toujours été extrêmement optimiste et qui m'a transmis ça. Je pense que ça se transmet, que ça se travaille, que c'est une petite plante qu'on peut arroser chaque jour et qui grandit. Ne soyez pas fataliste, c'est comme pour l'idée de dire ça n'arrive qu'à moi, non. Vous pouvez également commencer à décider que vous serez optimiste. Ça s'apprend et ce n'est pas inné. Je ne crois pas que ce soit dans mon code génétique, l'optimisme. Bon, j'ai pas eu une enfance idéale comme les trois quarts des gens. Est-ce que ça existe une enfance idéale ? Mais il y a 2 ans de ça, j'ai perdu mon papa dans des circonstances très 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 violentes. Je pense même que j'ai presque un stress post-traumatique. En tout cas, je suis une rescapée de quelque chose de façon certaine. J'étais pas encore tout à fait adulte, là, je te rassure. Maintenant, je me sens bien un adulte avec ce que j'ai vécu autour de sa disparition. Ça m'a forcé à grandir vraiment très très vite. Ça m'a appris des choses sur ma vie. Il y a des moments où c'est très dur, où j'en pleure, où ça va pas. Mais si je fais le bilan, il faut que je m'oblige aussi à voir que ouais, ça m'a appris des choses, quoi. Et on a le droit de pleurer, on a le droit Oui, d'être oui. plus faible, Au on a le droit contraire, de ouais. ne plus avoir envie de rien. Le droit de ne pas être dans une espèce de culpabilité Ah ouais. vis-à-vis des autres, ou de soi-même d'ailleurs, et de vivre pleinement Ah ouais, quelque c'est... chose de dur, de Ouais. dramatique. Ouais. J'ai été épaulée par une psy absolument géniale. Je m'entends bien avec elle, je lui fais confiance, je me sens bien avec elle, j'ai un super rapport avec ma psy. Ça m'a énormément aidée. Et même la plus forte des personnes, il y a des événements dans la vie durant lesquels il faut se faire épauler, c'est hyper important, on peut pas tout supporter toute seule, personne n'est Wonder Woman ou Wonder Man, et oui, vraiment, pour moi, c'est très très important, et évidemment, mon podcast, c'est exactement ça, de dire que c'est ok d'aller mal, et c'est ok d'être dans une période où on n'est pas la meilleure version de soi-même, loin de là. Je pense que le plus important, et vraiment j'espère que ça transparaît de moi, c'est d'accepter ses émotions, d'accepter de laisser son corps aller moins bien. Moi ça a été très très dur, j'ai mis du temps à lâcher prise là-dessus. Par exemple, j'ai pleuré, je crois, chez ma psy au bout de la 10e séance, un truc comme ça. Elle était en mode mais ce n'est pas possible, lâcher prise, vraiment. J'avais beaucoup de mal là-dessus, mais j'ai compris une chose, c'est que pour aller mieux, il faut vraiment se laisser le temps d'aller mal. Et moi, j'avais du mal à lâcher prise là-dessus parce que j'avais tellement hâte d'aller mieux que je trouvais que ça allait pas assez vite à mon rythme. Et ça me plaisait pas du tout d'être dans un état où je pleurais absolument tout le temps, où j'étais épuisée mentalement, où je pouvais plus faire de sport, où j'avais beaucoup de mal à voir mes amis. J'en pouvais plus, j'avais envie d'aller mieux et j'essayais d'accélérer le processus. Or, c'est vraiment la pire erreur à faire. Il y a des moments où on se sent extrêmement mal et il faut au contraire go with the flow, pour aller avec le titre de ton podcast, parce que c'est comme ça, je crois, que on reconstruit un peu ses bases pour aller mieux. Donc c'est ok d'être pas bien, c'est ok d'avoir les cheveux gras, il y a des moments où on peut pas, et ce serait injuste d'en plus se foutre une pression en se disant que il faut qu'on aille mieux, quoi. Alors qu'on a un truc terrible qui se passe, et en plus nous on se fait une pression en disant putain je suis pas bien, il faut que je remonte sur selle, il faut que je machin, il faut que je truc. Moi je me suis foutu à mon sens une énorme pression, et c'est complètement contre-productif, c'est pas une bonne idée, ça ne sert absolument pas la personne, vraiment ça sert à rien, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Donc c'est s'écouter. C'est s'écouter, c'est se faire épauler, vraiment. C'est parler aussi. Moi, par exemple, il y a des choses dans la vie qui sont tellement violentes. Merde, on se dit, on est tout seul devant cette épreuve. On a tout sur les épaules, et en plus de ça, on se prend une culpabilité en disant non, je vais pas en parler aux autres parce que je vais pouvoir perdre mes amis, ma famille, en les faisant chier avec ça.
Alors que si on dispatchait un peu plus nos soucis... Entre les uns et les autres. Oui, je crois que déjà les amis acceptent très très bien et ils sont là pour ça. Un spoiler alerte, vos vrais amis dépasseront ça avec vous, il n'y a aucun souci. Et puis les autres, tant mieux qu'ils se cassent maintenant. Partez, il n'y a pas de problème. Et puis soit ça libère un peu de place aussi mentalement pour retrouver petit à petit du positif, quoi. Pour toi, l'échec, c'était au départ de te mettre la pression sur ce qui aurait dû être un processus normal en te donnant du temps pour pouvoir faire le deuil de ton papa qui part. Moi, j'ai eu un échec, un vrai échec là-dedans. C'est que j'écoutais les autres au lieu de m'écouter moi. Mon père n'a pas de famille, il y a que ma maman avec qui il est divorcé, mais ils sont restés extrêmement proches, et moi. Ma mère est à Nantes, moi je suis à Paris, donc j'étais toute seule à son chevet. Ma mère avait d'autres soucis liés à lui parce qu'il avait plein de problèmes administratifs, et donc elle gérait l'administratif à distance, et moi je gérais le suivi entre guillemets quotidien. J'ai tenu, waouh, t'es une warrior, on n'arrêtait pas de me dire qu'est-ce que t'es forte, ce qui est terrible à dire, parce que du coup ça fout une pression de rester forte. Ne me dites pas ça s'il vous plaît, parce que ça veut dire que maintenant je suis obligée de l'être forte, alors que je me sentais pas forcément toujours forte. Mais bon, tout durant ces 4 mois, je travaillais à la journée, et le soir j'allais voir mon père à l'hôpital, et puis au départ c'était à Paris. Et puis après, ça a été en banlieue parisienne, dans des coins pas possibles, où on se tape 2 bus, un RER, un machin, l'horreur. Et je tiens. Mon père décède, et là, j'ai 1 semaine de congé. Cette semaine-là se passe de façon assez paisible. Moi, je crois beaucoup aux anges gardiens comme toi, et je pense qu'à ce moment-là, vraiment, sincèrement, on n'était pas seuls. On s'en est rediscuté avec ma mère, et je sais pas comment dire, mais... j'avais une sorte de force qui m'entourait et tout était doux comme du coton. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, on n'était pas seuls, et que ce moment de l'après, on l'a vécu bien entouré. Bon, super, j'ai 1 semaine de congé, et moi, je suis juste épuisée, parce qu'en fait, durant 4 mois, je me suis tapé 2 jobs avec une charge émotionnelle version 10 000. Et je dis à ma mère, à un moment, je me sens pas de reprendre le travail, je me sens pas. Et tout le monde autour de moi, et ma mère y compris, et vraiment, elle l'a fait avec amour, mais elle m'a dit, tu sais, c'est hyper important de reprendre vite le travail pour reprendre une vie normale, une vie active, et te revenir dans la société, entre guillemets. Sauf que moi, mentalement, j'étais pas prête. Et donc j'y suis retournée en me disant tout le monde me dit que c'est comme ça qu'on doit faire, et il n'y a pas de guide. Moi j'ai pas trouvé de guide du deuil parfait, donc voilà, c'était mon premier gros deuil. J'ai perdu mes grands-parents, mais c'est pas le même rapport. Donc j'ai fait confiance au lieu de m'écouter, et ça s'est répercuté de façon très violente 8 mois après. J'ai commencé à avoir une sorte de descente aux enfers dans mon travail, où j'étais épuisée en fait mentalement, et donc je faisais plein d'erreurs. On me reprochait mes erreurs, et dans ma tête je me disais oh putain t'es nul, t'as vu, regarde tout le monde fait ça, t'as encore raté, etc. Et je suis partie dans un cercle vicieux, et j'ai fait un burn-out parce qu'en fait c'était trop pour moi, et que je m'étais pas reposée assez, et que j'avais pas l'énergie nécessaire juste après pour reprendre un poste équivalent aux autres. Et puis on est payé pour quelque chose, donc c'est normal, il y a un moment où on est un employé comme les autres, on doit revenir à un employé comme les autres. Et donc je me suis vraiment pris ce moment-là en pleine gueule. Je me suis fait arrêter 1 semaine, et j'ai pris 2 semaines de vacances. Et là ça a été fabuleux, parce que j'ai réussi à redormir et à reprendre un peu de distance, et je suis revenue au travail, et ça s'est bien passé. Plus zen. Plus zen, mais j'ai eu des mois horribles où je me disais mais qu'est-ce qui se passe, et puis je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait en moi. Je ne maîtrisais plus mon corps, je ne maîtrisais plus mes pensées. Tu ne te reconnaissais plus. Je ne me reconnaissais plus, et juste parce qu'en fait j'ai écouté les autres, que j'aurais dû m'écouter moi, et que j'étais épuisée, et que c'est normal en fait d'être épuisée parce qu'on a perdu un proche, mais pas que. Dans ce que tu racontes,
un viol ou harcèlement quelconque, c'est d'une violence inouïe, c'est une intrusion dans son bien-être intérieur pas possible. Le fait d'écouter les autres et pas moi, ça c'est le gros échec, quoi. Mais que finalement, là aussi, Finalement, tu as réussi à surmonter. Enfin, c'est ton corps qui t'a rappelé à l'ordre, en fait. Ton corps t'a dit, maintenant, écoute-moi. Exactement. Je n'ai pas eu le choix. J'ai commencé à avoir extrêmement mal au dos, des pensées tout le temps. On me disait, mais vous dormez bien? Je faisais oui. Et puis, c'est vrai que quand même, je suis réveillée 3 fois par nuit, toujours en ayant peur d'avoir raté mon réveil. C'est vrai que c'est un peu bizarre, j'avais pas ça avant. Et puis, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal au dos. Et puis à réfléchir tout le temps en ayant des pensées obsédantes et très négatives sur moi-même. Tu vois comme t'es nulle, t'es vraiment pas capable, voilà, tu vois, t'as encore raté, etc. Des pensées épuisantes. Et donc j'ai arrêté le sport parce que je n'avais plus l'énergie nécessaire pour faire du sport, puisque ces pensées captaient toute ton énergie. En moi. Et puis j'ai commencé à avoir du mal à respirer au travail, et puis j'ai commencé à avoir envie de vomir au travail. Et ma boss, qui était très attentive à ses équipes, un jour me prend à part et me dit « Pauline, ça va pas dans ton travail ?» Et je me suis mis à pleurer totalement quand elle me dit « Est-ce que ça va ?» Parce qu'en fait, je ne trouvais pas les mots pour dire que ça n'allait pas, parce que j'étais un peu humiliée de dire que ça n'allait pas et j'avais envie d'être une employée irréprochable. Une battante. Je voyais mes collègues qui fonctionnaient vachement bien. Je me disais, t'es pas plus bête qu'elle, fais chier. Et pourtant, je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à le dire aussi. Et ça, je pense que c'est un deuxième échec. Parce qu'en fait, il n'y a pas de honte. Non, il n'y a pas de honte. Mais pourtant, c'est l'un des plus gros problèmes, de reconnaître qu'on ne va pas bien et qu'il est temps de faire une pause. Et puis en plus, ça dit quelque chose de très intime de soi aussi. Mais c'est se dévoiler à l'autre. Énormément. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ce qui est très drôle, c'est qu'en réalité, l'autre n'est pas dupe. Oui, alors tout le monde avait remarqué depuis septembre, et j'étais là, merci les gars, vous auriez pu me prévenir avant. Moi, j'ai capté qu'il y a un mois. Mais en fait, tout le monde me disait, mais évidemment, Pauline, que tu n'es plus la même depuis septembre. Alors que moi, j'avais l'impression de sauver les apparences de façon sublime, et absolument pas. Comme tu sais, ce podcast, ça s'appelle Rester dans le flow. Donc avant de terminer notre échange, j'aimerais avoir ton avis de femme et de journaliste. Un jour, Winston Churchill a sorti cette phrase « Quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer ». Dans ce moment où on se sent complètement impossible de revoir un sorte de rayon de soleil, de revoir le bonheur, ne serait-ce qu'un instant où on se dit « ce n'est pas possible, je suis en plein dans mon échec, je suis retombée dans mes mauvaises habitudes, je suis retombée dans cet état de victime dans lequel j'avais réussi à sortir, etc. » Accepter cet état, se dire qu'on a le droit de ressentir ça, que de toute façon c'est un état de passage, se rappeler de la petite étincelle de bonheur qu'on a dans son cœur, une sorte de petite lumière qui demande qu'à être allumée, en faisant une petite activité toute bête, mais qui remet sur l'instant présent. Ça, c'est un truc incroyable. Par exemple, moi j'ai un chien. Le fait de caresser mon chien, je ne pense à plus rien d'autre qu'au plaisir que ça me procure de voir ma petite bête toute contente qui me regarde avec amour. Ce moment où on reprend vraiment, où on se remet dans l'instant présent, où on se reconnecte, ça donne une force énorme parce que on sent que ces deux pieds se enracinent à nouveau, tu vois, j'utilise une expression quand j'ai un peu peur d'utiliser la mauvaise. L'instant présent, c'est vraiment le plus important, d'essayer de se dire ok, je vais me faire un chocolat chaud parce que j'adore ça et je vais m'obliger à kiffer mon chocolat chaud en pensant qu'à mon chocolat chaud parce que tout autour de moi je sens que le monde extérieur m'agresse et que je me retrouve dans une situation où je n'arrive plus à ressortir et à me remettre dans le droit chemin. Je vais essayer de me reconnecter à l'instant présent. Deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est ma mère qui a cet adage qui est parfait, c'est un pas après l'autre, à chaque jour suffit sa peine. Donc, ne réfléchissez pas à la grande victoire, je vais m'en sortir, commencez des mini-victoires
des petits pas, mais vraiment, 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 parce que ça, c'est atteignable, ça, vous allez pouvoir le faire. Peut-être que demain, vous allez sortir, aller acheter un magazine qui vous fait plaisir, alors que vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis quelques jours, et bah goûtez ce moment de victoire. Vous avez senti le soleil sur votre peau, un peu de vent, vous avez acheté un magazine qui vous fait plaisir, vous avez eu ce petit moment pour vous, vous êtes rentré chez vous, ça, c'est une victoire. Et plus vous allez multiplier les petits pas comme ça, plus les victoires vont s'accumuler. Et psychologiquement, je crois que c'est beaucoup plus bénéfique d'avoir 26 000 petites victoires plutôt qu'une grande victoire à un moment, sauf que tout le reste est misérable. Même si elle est énorme, la victoire, on l'oublie vite. Pour tout le monde, je pense que demain, on gagne un prix, toi et moi, du meilleur podcast. On est euphorique 48 heures, voire une semaine, si vraiment on est surexcité. Et puis si ça va pas à côté, évidemment que ça reprend et ça regangrène l'énorme plaisir. Donc les mini-victoires sont 1000 fois plus importantes. Essayez de se dire aussi, essayez de, comme tu le disais, de faire un travail sur soi, un travail conscient, en se disant, voilà, ça ne va pas, mais ça je l'ai bien fait, ça j'ai bien réussi, et s'obliger à voir ce qu'on a bien fait dans sa journée, voir les pensées positives qu'on a eues, entre toutes les pensées négatives qu'on a eues, pour essayer de réussir à recomprendre ce que sont les moments de bonheur, parce qu'en fait, le bonheur, ce sont des moments de bonheur. Donc pour moi, ça c'est mon plus grand conseil que je peux donner. Vraiment, à chaque jour suffit sa peine, quoi. Oh, et faites-vous entourer aussi, même si je me sens bien à l'heure actuelle, je continue d'aller voir une psy. Non, ce n'est pas que pour les fous, c'est au contraire pour les gens qui ont envie d'être bien dans leur peau, qui sont sains dans leur tête. Se faire épauler avec la vie de fou qu'on a à l'heure actuelle dans notre société qui va à 1000 à l'heure, c'est vraiment très très important. C'est super. J'ai rien à dire, parce que tout ce que tu dis d'accord avec moi est très bien dit, c'est très simplement dit, c'est très beau. Merci. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast? Alors n'hésitez plus. Allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci.